vrai que évidemment, on ne savait pas, on n'était pas prévenu, on n'était pas habitué, on était prévenu, hein, mais voilà, on ne pouvait pas s'imaginer ce genre de choses, surtout le soir du 14 juillet, et surtout après le beau tout ce qui s'est passé, ça allait mieux, on pouvait respirer un petit peu, regarder le Tour de France, profiter de l'été, aller à la plage. Valentin Dunat, quand on est sur la promenade des Anglais dans le sud de la France, à Nice, on peut se sentir assez loin de Paris. Est-ce que, avant cet attentat, est-ce que vous avez pu percevoir si les Niçois se pensaient eux aussi potentiellement victimes d'attentats? Je crois qu'en fin de compte, chaque Français est déjà plus ou moins prévenu, avec un Nice, c'est vrai, cette particularité quand même aussi que c'est une ville, ça nos experts tout au long de la journée vont nous le dire, j'imagine, une ville où les restrictions qui ont été très importantes. Au Maroc 7, par exemple, c'est vrai qu'on savait, on sait que Nice est une ville particulièrement vigilée, ou en tout cas, il y a des cellules qui sont là. À l'époque, ça avait même fait scandale quand l'ancien maire, donc le maire aujourd'hui, il avait parlé de la cinquième colonne. Ça avait fait ce qui était scandaleux, je ne trouve pas, bon, je ne trouve pas vous dire que je ne suis pas là pour ça. Quoi qu'il en soit, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le maire de Nice disait que chez lui, en France, chez lui, il se prépare des choses. Et donc, les Niçois étaient plus ou moins informés, mais comme un, je pense, un Marseillais ou un Lillois découvrait un train qui venait ici de la Côte d'Azur avec plus de touristes. Et donc, que n'importe quelle autre ville, en fait, à part Paris, il y a des signaux entiers, il fait super beau, il y a des filles en bikini, voilà, et on le vit. Je ne peux pas vous dire, on le sentait, au désir, mais il y a des indices, des faisceaux d'indices qui conduisaient vers nous. Édition spéciale qui continue sur France 24, bien sûr, 13h, 14h maintenant. Après l'attaque qui a eu lieu sur le front de mer à Nice, au moins 84 personnes ont été tuées, un bilan qui malheureusement va sans doute continuer à évoluer à la hausse puisque plus d'une douzaine de personnes sont en état critique à l'heure où nous parlons. Alors on va faire le point à présent sur l'enquête, les derniers éléments d'information qu'on a avec vous, Nabia Makloufi, notamment sur l'identité du chauffeur, du tueur. C'était un individu âgé de 31 ans, né en Tunisie dans la région de Sousse, arrivé en France il y a quelques années. On sait également qu'il avait obtenu décroché un permis poids lourd il y a moins d'un an et il avait été suspendu, en tout cas il avait été placé sous contrôle judiciaire à la suite d'un accident de la route. Il s'était endormi au volant de son camion et avait percuté plusieurs véhicules. Ce qu'on sait également, c'est que cet homme vivait dans un quartier nord de l'agglomération de Nice, dans un quartier bar type bar HLM, et les voisins, les gens proches, en tout cas son entourage proche sur place, expliquent, dresse le portrait d'un homme pas forcément pieux dans sa pratique de la religion, un homme en rupture. Il avait pris ses distances avec sa femme, il était également séparé de sa compagne, il était le père de 3 enfants. On ne sait pas s'il était en procédure de divorce ou en simple séparation. En tout cas, voilà, ça allait mal dans son couple. Un homme en rupture qui s'était isolé. On sait également que des perquisitions sont menées au domicile de ses proches, puisque les enquêteurs ont besoin de collecter les éléments matériels qui leur permettra de déterminer les motivations, les raisons pour lesquelles cet homme a foncé hier soir sur la foule le long de la promenade des Anglais, savoir s'il a agi seul de manière spontanée, si c'était une opération minutieusement orchestrée, s'il a agi en ayant reçu des ordres, des consignes d'une quelconque cellule ou organisation. Mais attention, là encore, aucune revendication pour l'heure. On sait également que cet homme n'était pas fiché par les services de renseignement français. La DGSI n'avait pas de fiche S. En tous les cas, il était connu des services de police pour des faits de petite délinquance, pour des rixes, des bagarres avec des individus ou encore des violences sur sa compagne, ce qui peut également expliquer les raisons de leur séparation. C'est également que dans l'attaque de ce camion qu'il avait loué 2 jours avant cette tuerie sanglante, il l'avait loué dans la commune de Saint-Laurent-du-Var, à une dizaine de kilomètres de Nice. Et c'était donc dans ce véhicule que les enquêteurs ont retrouvé sur place une grenade inopérante, des armes factices, mais une arme bien réelle, celle-ci un petit calibre 767 avec lequel cet individu ouvert le feu à la fin de sa course sur la foule. On sait également que le camion, on peut voir sur ces images, le camion poids lourd, le camion d'une quinzaine de mètres
Danon est toujours sur place, il n'a pas bougé puisque la police scientifique, les enquêteurs, toutes les équipes techniques et scientifiques déployées en nombre sur les lieux de ce crime, environ 70 personnels de police et des forces de l'ordre mobilisés pour tenter de collecter les quelques éléments dont ils peuvent disposer, puisque tous les indices peuvent permettre de, encore une fois, de faire la lumière. Voilà, les équipes scientifiques sont encore en train de travailler à pied d'œuvre pour tenter de faire la lumière sur les circonstances de cette tuerie. Et puis enfin, dernier élément, conférence de presse sera tenue ce soir aux alentours de 17h par le procureur de la République, François Molins, puisqu'encore une fois, c'est le parquet, la section antiterroriste du parquet de Paris qui s'est saisi de cette enquête. Donc voilà, toutes ces informations nous arrivent au compte, elles seront confirmées bien évidemment ce soir. C'est une conférence de presse qui sera donnée par François Molins. Conférence de presse dans 4 heures qu'on retransmettra bien sûr en direct sur France 24 et c'est toujours là qu'on a toutes les informations parce que c'est là que les informations sont centralisées et puis c'est via le procureur en fait que l'État dans un premier temps communique, c'est lui qui donne l'état de l'enquête, donc ce sera évidemment un moment capital aujourd'hui. Nous sommes en ligne, Nadia, avec Éric Danon, directeur général du Conseil de supervision de la formation et de la recherche stratégique. Monsieur Danon, en matière de sécurité, d'antiterrorisme, de menaces qui pèsent sur la France, est-ce qu'on a appris quelque chose avec ce qui s'est passé hier soir ou est-ce que finalement c'est ce que l'on savait déjà, que les autorités nous avaient dit à plusieurs reprises, y compris le Premier ministre, à savoir que les attaques allaient continuer à avoir lieu sur le territoire français? Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une continuité et des éléments futurs qui en fait se confirment. Et donc, la continuité, c'est qu'effectivement, on sait que c'est un terrorisme qui va malheureusement durer parce que tous les éléments sont en place pour qu'il dure. Mais il y a des éléments de différenciation. S'il se confirme que cet individu a bien agi sur une injonction politique venue de loin, parce qu'on n'en est pas rendu sûr. La difficulté aujourd'hui, c'est au fond de lier l'état individuel qui relève manifestement aussi d'une dimension déviante ou pathologique à des injonctions extérieures venues de Daesh, de islamistes radicaux. Pour être précis, monsieur Danon, je me permets de vous interrompre. On sait qu'il y a 2 ans, le groupe État islamique avait appelé ses sympathisants à travers le monde à attaquer des Américains, des Canadiens et surtout des Français, disait ce communiqué. À l'époque, c'était le porte-parole du groupe État islamique. Et puis, il avait été extrêmement précis dans la manière de faire. Il avait dit, si vous n'avez pas d'armes, prenez un couteau, prenez une pierre, prenez un véhicule. Aujourd'hui, on est dans ce scénario-là. On est tout à fait dans ce scénario et donc de ce point